Et 7h45, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Gilles Plattret, maire de Chalon-sur-Saône et vice-président Les Républicains. Bonjour Gilles Plattret. Bonjour. 4 policiers mis en examen dans l'agression de Michel Zecler, 2 placés en détention provisoire. Alors, c'était la demande du procureur. C'est assez rarissime dans ce genre de procédure. C'est une bonne décision ? Écoutez, je ne peux pas juger du fond de l'affaire, mais en tout cas, ce qu'on en a vu montre que les réquisitions du procureur paraissent pas démesurées. Il y a visiblement une agressivité que d'ailleurs les policiers ont même reconnue, si j'ai bien écouté le procureur hier. À partir de là, il estime qu'il faut les priver de liberté pour qu'il n'y ait pas de communication entre eux. La justice est en train de passer, c'est une bonne chose, et on ne va pas pleurer sur le sort de ceux qui peut-être, je suis très prudent parce que la justice doit être rendue d'abord, se sont livrés à des actes qui ne sont pas tolérables tout simplement dans la République. Ouais. Est-ce qu'il y a, Gilles Plattret, aujourd'hui un problème quand même de confiance entre les citoyens et puis leur police, la police? Il pourrait y avoir un problème de confiance si la maison police ne faisait pas le ménage. Vous savez, il n'y a pas plus de tordus à la police qu'il y en a dans les autres corporations. Il y a des juges véreux, c'est pas pour autant que la justice est complètement dans la main de la corruption. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire le ménage. Lorsque des événements surviennent et qui peuvent être identifiés, c'était le cas ici, il faut absolument que les choses soient dites et que la justice passe. À partir de là, je ne fais pas partie de ceux qui jettent l'opprobre sur la police tout entière dont on a tant besoin en ce moment. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu une polémique, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le mot lynchage qui a été utilisé, alors, dans un premier temps par Julien Bayou pour qualifier en fait, des images, effectivement, de lynchage de policiers en fait, à Bastille. Et puis ensuite, il a été repris par des tweets qui ont dit notamment non, on ne peut pas parler de lynchage en fait, dans ces conditions, etc. Quelle est votre réaction? Écoutez, je vous ai écouté tout à l'heure. Oui. La vérité, c'est que, si j'ai bien compris, c'est une dame noire qui interdit à un homme blanc de parler de lynchage. Enfin, elle ne l'interdit pas, elle le recadre en fait en même temps. Oui, elle le recadre. Enfin, on n'a pas à être recadré sur le vocabulaire. Je pense qu'à un moment donné, ça c'est des théories qu'on connaît parfaitement, qui sont en train de venir des États-Unis pour nous empêcher de parler. En gros, selon la couleur de votre peau, vous avez le droit de faire des choses ou de pas faire des choses. C'est-à-dire, en gros, vous devez vous repentir et ne pas utiliser certains mots. C'est intolérable, intolérable. On ne peut pas avoir un langage codé par la couleur. Les choses sont très claires là-dessus. Donc, un leader d'écologie, les Verts, puisse d'ailleurs prendre conscience qu'il y a effectivement eu une agression caractérisée sur le policier, en l'occurrence par des individus d'extrême gauche. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et on n'a pas à se justifier sur les mots. Un lynchage est un lynchage. Quand un policier se livre à un lynchage sur quelqu'un, c'est un lynchage. Quand il reçoit lui-même un lynchage, c'en est un aussi. Donc à partir de là, restons propriétaires de nos mots. Ne nous laissons pas impressionner par ces théories qui sont en train d'infester notamment l'université française et qui vous obligent aujourd'hui, en fonction de la couleur de votre peau, à utiliser certains mots plutôt que d'autres. Alors Gilles Plattret, pour revenir précisément aussi à ce qui a déclenché un petit peu tout ça, il y a eu donc évidemment cette agression de Michel Zecler, mais beaucoup d'autres aussi avec les croche-pattes la semaine dernière de certains policiers sur des migrants. Et puis le controversé article 24. Est-ce que Gérald Darmanin doit faire machine arrière sur cet article? Écoutez, on a fait, je pense que Gérald Darmanin est pris à son propre piège. Il a été initialement mandaté par le président de la République pour, c'est une stratégie qui est à l'œuvre depuis 2017, pour faire plus à droite que la droite. C'est très clair qu'il y a une stratégie politicienne qui consiste à dire, regardez, la droite ne sert plus à rien, nous on est là, donc on va rouler des mécaniques. Darmanin est très fort là-dessus, il fait beaucoup de communication, je ne dis pas qu'il ne fait rien comme ministre, mais en tout état de cause, il s'est laissé prendre à son propre piège. Pourquoi? Parce que cette majorité, elle n'est pas prête à accepter ce genre de choses. Du reste, quand on regarde le fond de l'article 24, je reviendrai sur le fond de l'affaire, parce que la vérité, c'est la protection des policiers qu'il nous faut assurer, qui est de moins en moins assurée. Mais le fond de l'article 24 est-il nécessaire aujourd'hui, alors que dans le code pénal, que dans la loi de 1881 sur le journalisme et le droit d'information, on a déjà des protections pour ceux qui incitent à la haine. Donc je pense qu'on a voulu en faire beaucoup pour faire un marqueur idéologique et donc électoral. La vérité, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin de cette loi. En revanche, soyons bien clairs, aujourd'hui les policiers sont plus agressés que jamais. On a l'année dernière eu 7400 policiers agressés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est 2 fois plus qu'il y a une dizaine d'années. Donc ça, c'est pas tolérable non plus. Oui, bon, donc, mais alors, est-ce que vous le soutenez, vous, Gérald Darmanin, et est-ce que vous soutenez cet article 24 ou il faut le revoir? Je pense qu'aujourd'hui, il a créé un émoi, notamment dans ceux qui sont les gardiens de notre liberté, c'est-à-dire les journalistes. On ne peut pas aujourd'hui avoir dans le corps de la loi un article qui donne le sentiment qu'on veut cadenasser la profession journalistique dont on a besoin. En revanche, je le dis bien, donc vous voyez, ma position est mesurée.
mesuré. En revanche, on ne peut pas non plus laisser les policiers livrés à une violence qui s'accroît et qu'on voit sur le terrain, et on a trop besoin d'eux. Je vous le dis comme élu local, on a trop besoin des policiers. Ce ne sont pas des salauds avec des uniformes, ce sont des gens qui payent parfois sur leur corps physiquement de la mission qu'ils accomplissent. Donc on doit les protéger à ce titre-là. Oui, et sur un plan politique, est-ce que le ministre de l'Intérieur a fait une erreur en créant une commission pour le réécrire, alors que normalement, j'ai cru comprendre que c'était le travail du Parlement, non? Vous avez bien compris. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est que cette République dans laquelle, quand on a un problème avec la loi, on va créer une commission non parlementaire pour la réécrire. J'ai vu d'ailleurs, c'était assez sain, que les présidents des deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, sont montés au créneau en disant c'est juste intolérable. En tout cas, ça prouve quelque chose. C'est que le gouvernement ne sait plus où il habite. Parce que quand vous avez un ministre de l'Intérieur, un Premier ministre, qui vont chercher une commission extra-parlementaire pour réécrire un article de loi qui est en discussion, qui a déjà été en discussion et qui va revenir en discussion à l'Assemblée, c'est que la République est morte en tant que telle. Donc on voit bien que ce gouvernement ne tient plus ses troupes et surtout essaye de s'en tirer par tous les moyens. C'est la même chose avec la crise épidémique et on le revoit dans cette procédure parlementaire. Alors justement, alors Jean Castex est revenu dessus, il a recadré les choses. Lui-même, il s'est fait recadrer aussi par le Conseil d'État sur la jauge des églises, quoi. Là, c'est un bon point pour vous? Je ne sais pas si c'est un bon point, mais on avait quand même été un petit peu, d'abord stupéfait qu'on n'autorise pas du tout les cultes, alors qu'on autorisait les gens dans les grandes surfaces. Il y avait beaucoup moins de risques dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée, de prendre le Covid quand vous respectiez les distances, que de le faire à la caisse d'un supermarché. Première chose. La deuxième chose, le Conseil d'État considère que la règle des 30 n'avait aucun sens. Écoutez, on a dit 30 fidèles maximum. Donc vous êtes dans une petite chapelle de 20 mètres carrés, vous pouvez être 30, et dans une cathédrale, 30 aussi. Ça n'avait aucun sens. Pour le coup, le Conseil d'État a plutôt rendu une décision sage qui va simplement permettre une liberté fondamentale qui s'appelle la liberté de culte. Ne l'oublions pas. Elle fait partie des grandes libertés, et la République, bien qu'elle soit laïque, ne remet pas en cause, bien au contraire, la liberté de culte, ce que faisait hélas le gouvernement. Oui, alors aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé va présenter ses recommandations pour la stratégie vaccinale de la France. Il va falloir... quelle est votre position, vous? Il faut définir les populations à vacciner en priorité? Il faut effectivement, de toute façon, on n'aura pas de vaccin pour tout le monde, on le sait très bien, dans un premier temps. Je pense qu'il faut effectivement définir les populations les plus à risque, à commencer sans doute par les soignants, qui sont au contact direct des malades infectés par le virus. Après... Moi, je vous fais part tout de même d'une interrogation. Alors, je crois que le président de la République a tranché sur le caractère non obligatoire du vaccin. Attention qu'on ne revienne pas sur une obligation déguisée avec des conditions draconiennes pour prendre les transports, etc., etc. Moi, j'entends aussi des médecins, y compris chez moi, qui nous disent on n'a pas beaucoup de recul sur le vaccin, on ne sait donc pas ses effets secondaires et on ne le sait pas mathématiquement, puisqu'il faudrait mais vous allez semer le doute aussi. Ah non, mais attendez, la raison, c'est douter. Alors là, qu'on ne vienne pas me dire d'avaler une vérité révélée alors qu'elle vient des scientifiques. Je sais que les scientifiques, et je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un complot pour infecter le corps de l'homme. J'ai entendu aussi à ce micro mon ami Alain Houpert, sénateur de Côte-d'Or, qui vous a fait part aussi d'un certain nombre de doutes et qui lui-même est médecin. Donc je pense que simplement, on a besoin, en tout cas sur cette nouvelle forme de vaccin, le premier qui va arriver, d'avoir un petit peu de recul sur les choses, mais bien évidemment de vacciner. On ne va pas empêcher les gens de le faire, et notamment de protéger les soignants qui sont au contact de la maladie. Oui, Gilles Plattret, il y a eu la réouverture des commerces non essentiels de proximité, là, ce week-end. En tant que maire, qu'est-ce que vous avez vu, vous, dans votre ville, ce week-end? Je rappelle que vous étiez contre la fermeture. Hein, vous avez pris un arrêté de réouverture qui a été cassé sur injonction du préfet par le tribunal administratif. Pour autant, moi, j'ai vu des commerçants heureux de retravailler. J'ai eu des clients qui étaient dans les rues d'une manière totalement responsable. Il y avait vraiment beaucoup de monde parce qu'on avait un commerçant du côté de Nîmes là tout à l'heure qui nous disait bon finalement ça a été un week-end bof. Écoutez, sur Châlons ça a bien fonctionné. Mais j'ai vu plus que ça. Vous savez, on a profité. En fait, on a avancé le 8 décembre et on a fait la fête des Lumières à Châlons le samedi soir. C'est-à-dire qu'on a illuminé les rues en avance pour accompagner cette réouverture qui nous faisait tant plaisir. J'ai vu des personnes venir me trouver en me disant les larmes aux yeux, monsieur le maire, merci, vous nous donnez un tout petit peu de bonheur. Des gens qui sont au bout du rouleau, qui sont en dépression. Il faut mesurer ce qui est en train de se passer. On ne peut pas sacrifier un peuple, son état psychologique, son état psychiatrique aujourd'hui uniquement pour la question du Covid. Il y a une vraie question. La deuxième vague ne va pas être une vague épidémique. Ça va être une vague sociale. Elle a commencé avec 1 million de pauvres de plus. Ça va être une vague psychologique, ça va être une vague humaine. Et ça, on le voit arriver. Donc il faut absolument lâcher la bride, bien sûr se
protéger, le masque, la distance, mais arrêtez de cadenasser les gens chez eux, ça n'est plus tenable sur le plan humain, tout simplement. Question avec Cécile Ménibus, Gilles Platré. Oui, c'est aujourd'hui le réel coup d'envoi du procès de Nicolas Sarkozy. Est-ce que finalement c'est le seul candidat qui pourrait être capable de faire face à Emmanuel Macron et Marine Le Pen? J'aime bien votre question. C'est un président qui a laissé une empreinte énorme, sur la France. Je l'ai entendu répondre à une de vos consoeurs, Routel Krief, que la politique partisane n'était plus son fait. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'il revienne au sein des instances des partis. Il est maintenant au-delà de ça. Mais il est évident aussi, si vous voulez mon avis, que si les étapes judiciaires qui se présentent à lui sont franchies d'une manière qui rétablisse la vérité, c'est-à-dire qu'il est innocente, alors des perspectives s'ouvriront. Ça n'est pas lui qui me demande de le dire, mais je pense très sincèrement... Il attend quoi, qu'on le réclame? Non, mais je pense, vous savez, il l'a dit très clairement, il ne souhaite pas qu'il y ait une crise. Simplement, j'ai l'impression qu'on y est un petit peu dans la crise. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, Xavier Bertrand et Bruno Retailleau ne sont pas des poids suffisamment solides? Je ne dis pas ça, chacun doit faire valoir ses intérêts. Vous avez vu aussi qu'il y a d'autres candidats qui commencent à s'avancer. J'ai vu que Xavier Bertrand hier nous disait, moi je veux peu des primaires. Donc ça veut dire dans ce cas-là que c'est même plus une affaire des Républicains. S'il a déjà décidé lui-même, sans concerter avec personne, qu'il était candidat, c'est une affaire qui le concerne lui directement. Je dis simplement que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, avec l'expérience qui est la sienne, pourrait demain, dans des conditions particulières, être un recours. Mais ça n'est pas son sujet, il l'a dit très clairement. Donc je ne suis pas dans un service que je rends à Nicolas Sarkozy. Il est totalement libre de sa façon de voir les choses, mais si vous me demandez mon avis, je pense qu'il peut encore rendre d'éminents services au pays, bien sûr. Merci Gilles Platré, vice-président des Républicains et maire de Chalon-sur-Saône, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans 3 minutes, le journal de 7h, bienvenue, c'est le Grand Matin Sud Radio. 8h. De 8h, bien sûr, 8h, mais j'ai dit 8h, c'est vous qui dites 7h. Ah bon,